Donc déjà, bonjour à tous. Et au nom du salon, je vous remercie chaleureusement d'être tous venus assister à cette conférence. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis président de l'association au salon qui organise depuis 2011 donc, des conférences à visée culturelle à HEC avec un objectif de faire se rencontrer des domaines variés de la pensée. Aujourd'hui, on est là parce qu'on a lancé une série qui s'appelle Penser le monde à venir, avec cette idée que la crise que nous traversons actuellement représente une occasion inédite de repenser nos modèles et de jeter les bases d'un monde meilleur qui reste à construire, mais d'abord à penser. Donc j'animerai cette conférence avec Manon, qui sera donc la présidente du salon pour l'année 2020-2021. Et nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'échanger autour de ce sujet avec Thomas Porcher, qui, dans son dernier livre, Les Délaissés, citait déjà Einstein pour dire que le monde que nous avons créé est le résultat de nos pensées. Il ne peut être changé que lorsque l'on change notre manière de penser. Donc c'est en tout cas ce qu'on souhaite faire avec cette conférence. Donc avant de commencer et de laisser la parole à Manon qui présentera Thomas Porcher, je remercie ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vais vous demander de bien vouloir garder vos micros et vos caméras coupés pendant les 30-40 minutes d'échange entre nous trois. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. À ce moment-là, si vous le voulez bien, allumer vos caméras pour qu'on puisse voir les personnes qui interviennent. C'est toujours plus agréable pour converser. Nous tenons à préciser que la conférence est enregistrée et donc il s'agit d'échanger autour d'idées dans le respect des sensibilités de chacun. Donc merci à tous et bonne conférence, et je laisse la parole à Manon pour présenter Thomas Porcher. Merci. Donc Thomas, vous avez passé votre enfance en Seine-Saint-Denis et ensuite vous avez été donc diplômé en économie à l'université Panthéon-Sorbonne. Depuis 2016, vous êtes membre des économistes atterrés et vous êtes également professeur associé à la Paris School of Business. Enfin, votre dernier livre est paru l'année dernière, en 2019. Il est intitulé Les Délaissés et est une sorte de réaction à la crise des Gilets jaunes. Voilà. Alors pour commencer peut-être sur ce livre, Les Délaissés, vous évoquez 4 France, donc à commencer par celle des Gilets jaunes. Y aurait-il une 5e France, celle du coronavirus? Oh, je pense que le coronavirus a surtout, euh, a surtout mis en avant les inégalités qui étaient préexistantes. Donc il n'y a pas une 5e France, parce qu'en fait, dans les délaissés, je regroupe les Français de manière un petit peu comme ça, peut-être rapide, dans 4 catégories. Le but, c'était pas d'avoir des catégories fines statistiques pour faire des modèles économiques. C'était juste de montrer que des Français que l'on pouvait opposer étaient en fait victimes d'un même système. Donc j'ai retenu 4 catégories. J'ai retenu ce que j'ai appelé la France des Gilets jaunes, qui est en fait la France des territoires, qui sont majoritairement des catégories B ou C de la fonction publique, mais aussi des employés et des ouvriers, mais qui vivent plutôt en province, dans les territoires. J'ai parlé de la France des banlieusards, qui, pareil, qui est également des catégories BC, des soignants, des infirmières, etc., des fonctionnaires de mairie, et aussi des ouvriers, des employés. Vous regardez une ville comme La Courneuve, où j'ai été au lycée, 70% de la population, ce sont des ouvriers ou des employés. Donc c'est, on va dire, d'un point de vue de catégories socio-professionnelles, c'est la même chose que la province, mais géographiquement et culturellement, c'est complètement deux mondes opposés. Puis j'ai rajouté la France des agriculteurs et enfin la France des cadres déclassés. Parce qu'il y a une partie aujourd'hui des jeunes cadres, peut-être vous n'en faites pas partie puisque vous êtes vraiment dans le top des écoles de commerce, mais il y a une grosse partie des cadres qui font leurs études qui aujourd'hui ont vu ces 15 dernières années leur pouvoir d'achat diminuer, notamment parce que les prix de l'immobilier ont augmenté très fortement et qui vont commencer leur carrière avec un salaire où ils vont mettre un tiers dans le logement, et dans le logement, ils vivront dans 1 ou 2 pièces en Île-de-France. Et donc, quand vous leur dites à ces gens-là que vous faites partie d'une élite mondialisée, ils n'ont pas l'impression que leur vie ressemble à celle d'une élite qui vivrait entre Paris, New York et Singapour. Et donc, je dis que ces 4 catégories-là sont victimes
d'un même modèle, qui est le modèle économique actuel, qui est basé sur le triptyque mondialisation, financiarisation de l'économie et austérité budgétaire. Bien sûr, un Français de la France des Gilets jaunes ou de la banlieue est beaucoup plus victime de ce système qu'un cadre déclassé, mais quoi qu'il en soit, malgré les différences qu'il peut y avoir entre toutes ces catégories, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient en termes de qualification, au final, ils sont tous victimes à différents niveaux de ce système. Et ce qu'a fait le coronavirus, c'est qu'il a montré encore plus ces inégalités-là, parce qu'on avait finalement 3 France avec le coronavirus. On avait les 2 tiers des Français qui continuaient à travailler, avec 1 tiers qui travaillaient au charbon, les soignants, les salariés des supermarchés, les éboueurs, tout ça. Et tout ça, c'est des catégories soit B ou dans les mairies des fonctionnaires, soit des catégories B ou C, ou des salariés, on va dire, qu'on appelle aujourd'hui non qualifiés, ce qui ne veut rien dire, mais bon, voilà. Et vous aviez une autre partie de la France qui était en télétravail, mais qui continuait à travailler, qui est restée en confinement à Paris, dans leurs appartements, qui sont plutôt de taille, on va dire, en dessous de la moyenne de l'ensemble de l'Île-de-France. Et vous avez une très faible partie qui était en télétravail et qui a pu aller s'isoler dans sa maison de campagne, etc., et qui n'a pas vécu du tout le même confinement que les autres personnes. Donc, 2 tiers, et si on va un peu plus loin même, peut-être 70% de la population a vécu le confinement de manière très difficile à différents niveaux. Il n'y a qu'une petite partie qui a peut-être vécu un peu difficilement, mais qui avait tous les atouts, on va dire, financiers et en termes de travail qui leur a permis de vivre un confinement de première classe. Donc non, le coronavirus n'a fait que révéler au grand jour encore plus les inégalités, un, face à la maladie, et 2, face à la façon de vivre ce confinement. Je le rappelle, hein, j'ai sorti hier un papier qui est en cours de publication dans une revue académique, hein, qui montre que le département quand même le plus frappé, c'est la Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis, c'est le département où il y a le moins de personnes de moins de 75 ans. Ce qui veut dire qu'au départ, ça aurait dû être le département le moins frappé. Et ça a été le plus frappé parce que les salariés travaillaient au front, parfois sans protection, mais aussi parce que vous avez tout un tas de critères sur le logement et sur les inégalités sociales qui montrent que ce département est à part. Et donc, on l'a bien vu, les inégalités sous le coronavirus ont rendu la vie beaucoup plus difficile des personnes les plus pauvres. Moi, j'avais une question qui concernait le type de crise qui était la crise provoquée par le coronavirus, parce que comme c'est une crise sanitaire, je me demandais si est-ce que ça allait véritablement mener à une remise en cause du système financier actuel, parce que c'est pas une crise systémique, c'est pas une crise du système actuel, c'est une crise sanitaire qui paraît un peu survenir de nulle part. Donc, est-ce que ça va véritablement permettre une véritable remise en question de notre manière de fonctionner? Alors, vous avez raison sur le fait que c'est une maladie qui est apparue comme ça. On n'a pas encore la preuve de la raison. Il y a des scénarios qui ont été établis avec, vous avez vu, avec probablement peut-être un animal qui aurait été mangé. Enfin, voilà. Mais on ne connaît pas en réalité, encore une fois, le vrai scénario officiel. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une structure qui a fait que ce virus s'est transmis à une rapidité extrême au reste du monde. Ça, c'est la première des choses. Ça s'appelle la mondialisation. Cette mondialisation a aussi entraîné la délocalisation d'un grand nombre de nos industries. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que dans des pays aussi puissants que des pays européens, eh ben, on était incapable de fabriquer des choses aussi simples que des masques et du gel hydroalcoolique. Nous avons eu des pénuries de masques, ça a été le cas de beaucoup de pays, hein, mais nous avons eu vraiment, alors en France, ça a duré pratiquement 2 mois la pénurie de masques. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu pour les soignants, il y avait des masques et encore, il y avait quand même des consignes. Mais vous aviez des médecins qui fabriquaient leurs propres masques et quand on voit les agents après les supermarchés, etc., la moitié était masquée, l'autre n'était pas masquée et la population, n'en parlons pas. Un malade qui avait le coronavirus, un médecin lui faisait une ordonnance pour aller chercher un masque en pharmacie, il allait en pharmacie, on lui disait qu'il n'y avait pas de masque. On nous disait qu'il fallait se laver les mains au gel hydroalcoolique, vous allez dans une pharmacie, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. C'était en pénurie. Donc, sur des produits aussi simples que ça, et après, si on rajoute les respirateurs, qui ne sont pas non plus une technologie
Fabriquer un respirateur, tout le monde sait le faire normalement depuis des décennies. C'est pas fabriquer une navette spatiale ou une voiture Tesla, hein. Et là, on était incapable de racheter des respirateurs. Donc, on s'est rendu compte, en fait, avec la mondialisation, que nous avons perdu une grosse partie de notre industrie. Et en plus, dans la santé, hein, 80% de nos médicaments, on importe 80% de nos médicaments en France. Donc, nous étions dépendants de l'étranger sur une grosse partie de notre industrie. Donc, ça, c'est dû au système actuel. Et la dernière chose que je dirais, c'est que nous avons préparé dans le système hospitalier notre impréparation à une quelconque crise sanitaire parce que nous avons retiré, via la pratique d'une austérité budgétaire et l'imposition, on va dire, d'une logique managériale dans l'hôpital, nous avons supprimé des lits ces 15 dernières années. En France, nous avons supprimé 70 000 lits en 15 ans. 70 000 lits à l'hôpital en 15 ans. Nous avons supprimé 4 000 lits en 2018 et fait plus d'1 milliard d'économies sur l'hôpital en 2018, ce qui a rabaissé ce qu'on appelait cette courbe des capacités hospitalières et qui a fait que rapidement l'hôpital était débordé et que nous avons dû confiner. Donc, certes, la crise sanitaire n'est pas une crise financière qui viendrait d'un mauvais fonctionnement du système financier, mais c'est une crise sanitaire, une maladie qui a montré les faiblesses de notre système via la mondialisation et via l'austérité budgétaire. Et donc, la vraie question aujourd'hui, c'est quelle indépendance nous devons avoir sur un certain nombre d'industries dites vitales. La santé, elle en fait partie, mais je pense qu'il faudrait rajouter la transition écologique et énergétique. Et la deuxième question, c'est quel monde nous voulons? Alors, est-ce que si nous voulons un service public fort et un hôpital public, parce que de fait, l'héritage en France fait que l'hôpital est public, eh ben, est-ce qu'on doit pratiquer de l'austérité ou est-ce qu'on doit reconfigurer cet hôpital pour le remettre à niveau? Et là, ça montre en fait que nous avons un modèle économique en fait qui certes n'est pas responsable de la crise sanitaire, mais qui a préparé notre impréparation à une quelconque crise, qu'elle soit sanitaire, écologique ou économique. Et à ce titre, est-ce que l'heure ne serait peut-être pas justement à une politique de relance par de l'investissement public, de grands projets industriels, d'investissement dans les secteurs comme la santé, l'éducation, qui sont des secteurs dits publics et qui subissent les coupes budgétaires depuis de nombreuses années? Est-ce que justement le coronavirus ne vient pas rappeler qu'on a raté le train de ce côté-là et qu'il est temps de faire une politique de relance? Exactement. Vous savez, moi, quand j'ai entendu Macron, qui avait été visiter cet hôpital militaire dans le Grand Est et qui a fait un discours après et qui a dit après la crise, nous ferons un investissement massif sur l'hôpital. C'est ce qu'il a dit. Quand il a dit ça, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire quelles auraient été les conséquences dans la gestion de la crise sanitaire et le nombre de morts qu'on aurait pu éviter si on avait fait cet investissement avant la crise. Vous voyez? Parce que Macron, il a eu des sorties extrêmement dures face à des soignants. On s'en souvient de cette soignante qui lui avait dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle n'avait pas de moyens et qui lui a dit l'argent n'est pas magique, alors que son gouvernement faisait 20 milliards de baisse de fiscalité sur les entreprises, sur les 1% les plus riches et sur les détenteurs de revenus financiers. Ajouté à Hollande qui a fait 40 milliards de baisse de fiscalité avec le pacte de responsabilité et le CICE, ce qui faisait 60 milliards quand même de baisse de fiscalité ces 4-5 dernières années. Et on ne pouvait pas mettre quelques milliards, 3, 4, 5, 6 milliards par an dans l'hôpital qui profite à tous. Et là, il y a un vrai problème. Donc, nous, avec une centaine d'économistes et qui ne font pas tous des partis d'économistes atterrés qu'on identifie comme hétérodoxes, nous avions signé une tribune dans Le Monde, on avait fait un livre ensuite, on disait qu'il fallait investir 40 milliards par an, 20 milliards via de la dette, on pourra en reparler après, et 20 milliards via un réajustement du CICE pour l'hôpital, pour la petite enfance, pour la culture, pour la transition énergétique. Si on avait fait ces 40 milliards par an, je pense qu'on aurait été dans une situation bien meilleure pour affronter cette crise. Maintenant, nous n'avons pas fait ça, nous avons eu la crise, et qu'est-ce qui se passe? Vous regardez tous les efforts qui ont été faits ces années précédentes, les économies sur les APL, sur l'hôpital, tout ça n'a servi à rien, puisque notre déficit va exploser. On le sait tous. Et quand je pense à ce qui a été fait en Italie et en Grèce, les efforts des populations pendant 10 ans, tout ça n'a servi à rien. Donc les tenants de l'orthodoxie budgétaire, qui ont fait des coupes, 120 000 fonctionnaires en moins dans les programmes, 60 milliards de baisse de dépenses, tous ces gens-là, et ben là, ça ne sert plus à rien. On l'a fait au nom de la réduction des déficits, nos déficits vont exploser. Et en plus, nous avons été au combat, en guerre, pour reprendre les termes de notre président, face à une pandémie sans être réellement armés. Donc nous avons eu ni les beaux hôpitaux,
et nous n'aurons pas le beau déficit ou le bel excédent. Donc voilà, donc effectivement, moi je pense qu'on aurait mis 40 milliards en plus, on aurait eu des meilleurs hôpitaux, on n'aurait pas eu plus de déficit, on serait dans la même situation aujourd'hui, mais probablement avec moins de morts. Donc là, la vraie question qu'il faut maintenant se poser, et d'ailleurs on va passer par là, hein, là il le dit, hein, on va mettre des dizaines de milliards pour relancer l'économie française et des centaines de milliards pour relancer l'économie européenne. Donc là, on va faire de la relance. La vraie question qui se pose maintenant, pour la suite, les choses étant ce qu'elles sont, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Et là, on a un passif dans la zone euro qui est qui est en termes de résultats très moyen. C'est que nous avons, après 2008, relancé massivement l'économie avec une impulsion budgétaire plus faible que celle des États-Unis, je le rappelle. Nous avons relancé l'économie et en 2011, les taux d'intérêt ont un peu augmenté sur la dette des pays du Sud. Nous avons eu très peur, nous avons fait le tournant et nous avons pratiqué l'austérité avec la signature des traités européens, etc. Et nous avons pratiqué l'austérité, ce qui a fait que ça a cassé la reprise économique. Le résultat, ça a été quoi? Ça a été que dans la zone euro, il a fallu 8 ans à la zone euro pour réatteindre son niveau de PIB d'avant-crise. C'est-à-dire que nous avons réatteint à peu près en 2015 ou 2016 le PIB que nous avions en 2008. 8 ans. Les États-Unis ont soutenu leur relance via des déficits en allant jusqu'à plus de 10% de déficit. On a été à même pas 7%. Et ils ont réatteint leur niveau d'activité d'avant-crise en 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2011, c'était déjà réglé pour eux, la crise, quand nous, on rentrait dans l'austérité. Et moi, ce que j'ai peur aujourd'hui, compte tenu de ces biais idéologiques, c'est que là, on relance, tout va bien, et dans 2 ans, on dit, bon, allez, les amis, c'est fini, austérité à nouveau, et là, ralentissement de la reprise économique, et on est reparti sur 8 ans. Ça veut dire que dans ces 20 dernières années, il y aura des populations, et une partie de la jeunesse comme vous, hein, qui auront vécu 2 crises avec des ralentissements d'activité très forts dus à une mauvaise politique économique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus regarder, il faut plus se soucier de la dette, du déficit, etc., mais il faut regarder la finalité. Et la finalité, c'est la reprise de l'activité et le fait aussi, dans une deuxième temporalité, de faire en sorte que l'argent public qui a été prêté à des grands groupes ou des grandes entreprises soit prêté sous conditions pour changer en partie notre modèle économique qui est polluant, etc., etc. Donc, première chose, relancer. Deuxième chose, faire en sorte de changer quand même notre modèle économique quand la machine sera relancée. Donc, prêter sous conditions. Mais du coup, moi, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi vous considérez que le déficit n'est pas véritablement important, entre, entre guillemets, pour l'État. C'est pas problématique justement d'avoir quand même trop de dettes et trop de déficit pour un État. Au final, qui va payer après toutes ces dettes et ce déficit? Alors, pour le déficit, vous savez, alors pour la dette, c'est une bonne question parce que c'est une question qui obsède. Pour la dette, il faut faire attention parce que vous savez, il faut éviter déjà de comparer un État et un chef de famille. Et quand bien même on ferait ces comparaisons, allons-y, un peu hasardeuses, vous voyez, une dette, c'est un stock que l'on a. Le PIB, parce que la dette est libellée en pourcentage de PIB. Le PIB, c'est un flux, une création de richesse annuelle. D'accord? La dette, c'est un stock, le PIB, c'est un flux. Moi, je regarde, si je compare la dette d'un pays à la dette d'un père de famille comme moi, je regarde ma dette, j'ai acheté un appartement sur 25 ans. Et je regarde mes rentrées d'argent tous les ans, hein, mon salaire annuel, et ben ma dette, mon appartement, représente 650% de mes revenus annuels. Donc, je suis endetté, moi, à 650%. Mais je vais rembourser sur 25 ans. J'ai une espérance de vie de 75 ans en France, donc on m'accorde un prêt de 25 ans. Si nous avions une espérance de vie de 200 ans, on m'accorderait un prêt de 50 ans, 60 ans. Vous voyez? Donc, la durée de votre prêt dépend de votre durée de vie. Et la dette, c'est un stock qui a à mettre en relation avec vos revenus. Et moi, en tant qu'individu privé, j'ai 650% de dette. L'État a 100% de dette. Il va y avoir peut-être 115% de dette. L'État a une durée de vie illimitée, comme beaucoup de grosses entreprises. Hein, les grandes banques ont des durées de vie de siècles parfois, mais l'État, lui, c'est plusieurs siècles. Une durée de vie illimitée. Et ce qui compte pour un État, c'est sa soutenabilité de la dette. Ce n'est pas le remboursement en réalité, c'est la soutenabilité. Une dette, elle roule, on dit. Vous savez, on met des obligations que des investisseurs achètent, et puis au bout de quelques années,
on réemprunte, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la dette, elle roule. L'important, c'est la soutenabilité. Et ce qui nous dit que cette dette, en fait, n'est plus soutenable, c'est les taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, la charge de la dette augmente dans notre budget. Et là, ça peut être intenable. Si la charge devient le premier poste du budget, c'est très grave. Donc, c'est ça. Mais pour que cette dette soit soutenable, il faut la comparer toujours aux autres pays. Alors, effectivement, il y a des pays qui ont fait des efforts, c'est leur choix, hein, comme l'Allemagne. L'Allemagne a des excédents budgétaires, elle a réduit sa dette. Très bien. Mais après, quand on fait une comparaison sur plusieurs pays, le Royaume-Uni a une dette inférieure à la nôtre, mais la dynamique, la progression de sa dette ces 10 dernières années a été plus forte que nous. Le Japon a 250% de dette, donc beaucoup plus que nous, avec une progression de la dette plus forte. Les États-Unis ont une dette en pourcentage de PIB légèrement au-dessus de la nôtre. Vous voyez ? Donc, en fait, tout est relatif. Aujourd'hui, vous avez très peu de pays qui sont sûrs. Nous en faisons partie en France, qui ont une belle signature. C'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt négatifs. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a plus de problèmes pour les pays du Sud qui ont des fortes dettes et les marchés peuvent les attaquer. Et là, il faut que ce soit au niveau de l'Union européenne qu'on offre des garanties pour éviter les attaques spéculatives. Mais à l'échelle de la France, la dette, il n'y a pas de problème. Et il faut avoir une vision historique des choses, c'est-à-dire il n'y a pas de problème relativement aux autres. Hein, je parle. Si nous avions 120% de dette, mais que tous les pays avaient 60% de dette, on serait mal. Mais comme là, tout le monde a été frappé par le coronavirus, c'est-à-dire tout le monde riche, bah, toutes les dettes vont augmenter partout. Donc l'important, c'est surtout que notre dette n'augmente pas plus vite que d'autres pays. Ce qui a été le cas ces 10 dernières années. Elle a augmenté moins vite que le Royaume-Uni et moins vite que le Japon. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut avoir une vision historique des choses. C'est-à-dire que nous avons déjà eu en France 200% de dette. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on avait 200% de dette. Comment on a réduit cette dette, si c'est l'objectif de la réduire? Nous l'avons réduit, comme ça a été le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays, en taxant les très hauts revenus, en jouant avec l'inflation et en restructurant une partie de cette dette. C'est des éventualités à mettre sur la table et à en discuter. Mais pour l'instant, on a tellement des taux d'intérêt faibles que ce n'est même pas le moment de discuter de ça. Vous voyez là, les marchés financiers nous supplient d'investir. Et vous savez, ceux qui détiennent cette dette, c'est les investisseurs institutionnels, les fonds de pension. Ils ont des titres privés, mais aujourd'hui, le privé s'écroule. Donc, ils se disent, bon, il faut bien que je diversifie, que je mette mon argent quelque part. Donc, ils la mettent sur des dettes, et même ils acceptent de payer parfois pour pouvoir mettre cet argent en sécurité dans des dettes de pays européens comme l'Allemagne et la France. Donc, non, la dette n'est pas un problème. Regardons l'histoire, elle n'est pas un problème maintenant, il faut toujours la surveiller attentivement. Mais là, le vrai problème, c'est comment on fait repartir l'activité. Et si notre activité, elle progresse plus vite que notre dette, parce que la dette est libellée en pourcentage de PIB, ben notre dette réduit en pourcentage de PIB. Il faut regarder le dénominateur aussi, qui est le PIB, et pas que la dette, comme on l'a trop fait souvent. Et pour revenir à votre question des déficits, souvenons-nous quand même que les États-Unis, je vous dis, là, en 2008, les États-Unis, ils ont été à plus de 10% de déficit. Nous, on est à 7%, on a paniqué. La zone euro, qui est quand même la première puissance mondiale avant les États-Unis, on a paniqué. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, ils allaient à 20% de déficit sans problème. Quand il fallait soutenir l'activité, ils y allaient, mais comme des bourrins. C'est de la politique contracyclique. Et moi, je pense que tant qu'on n'a pas retrouvé notre niveau d'activité d'avant-crise en tendance, on va dire, en prenant en compte l'évolution qu'il y aurait dû avoir, on peut soutenir l'activité via des déficits, clairement. Après, il faut que ce soit, c'est toujours plus simple quand c'est coordonné, parce que si on est les seuls à faire ça, on va se dire, mais je pense qu'il faut défendre cette option-là, parce que sinon, on va se retrouver dans la configuration de 2008, qui a été quand même, rappelons-le, aujourd'hui, 10 ans après, même sans prendre en compte le coronavirus, 12 ans après la crise de 2008, un Grec est aujourd'hui plus pauvre qu'en 2008, en PIB par habitant, un Espagnol aussi, un Portugais aussi, un Italien aussi, un habitant des Hauts-de-France aussi, un habitant du Grand Est. Donc, ce n'est pas normal de naître dans un pays où vous êtes encore plus pauvre qu'il y a 10 ans. Ça devrait être l'inverse, normalement. Donc, il y a vraiment, je veux dire, il ne faut surtout pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2008. Alors, on a eu des propositions justement au niveau européen, par exemple, de mutualiser cette dette ou à travers les fonds débloqués par l'Union européenne, d'utiliser ces fonds de manière responsable ou d'avoir quelque chose pour une transition énergétique. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que l'Europe peut permettre justement de régler le problème de la dette ou de l'investissement? Alors, l'Europe peut régler le problème de la dette, elle l'a déjà fait quand même. La BCE intervient beaucoup sur le marché secondaire
des obligations pour calmer les taux, etc. Donc, la BCE, elle fait quand même attention, elle intervient sur les marchés, elle fait des choses pas mal. Le problème, c'est qu'il y a un manque de cohérence, c'est-à-dire que la BCE intervient c'est le rôle d'une banque centrale aussi, hein, d'intervenir sur les marchés. Enfin, sinon, ça ne sert à rien. Elle n'est pas là que pour émettre des billets. Elle doit mener une politique monétaire. Donc, elle intervient sur les marchés, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'au final, nous avons des taux d'intérêt négatifs, mais nous n'avons pas de politique budgétaire, de relance. Quand on a des taux d'intérêt faibles, vous devez faire de l'investissement. Mais nous, comme nous avons des traités qui limitent l'investissement, hein, les déficits, etc., nous n'avons pas de politique de relance qui amène à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons des taux faibles, mais nous n'investissons pas, ce qui est complètement idiot. Donc effectivement, si au niveau européen, nous décidions de faire un grand plan de relance, ce serait parfaitement acceptable. Mais aujourd'hui, il y a une telle divergence entre États européens que vous regardez aujourd'hui le plan de relance de la zone euro, 50% il est allemand pour les propres entreprises allemandes, parce qu'aucun Allemand ne veut payer les retraites des Grecs ou des Portugais, etc. Nous, notre plan de relance, il est à peu près de 17%, je crois, en France. Donc, pour une économie presque similaire à l'Allemagne, on est quand même très, très loin du même niveau de soutien que l'Allemagne. Donc, moi, ce qui me fait peur, et la zone euro a un passif, comme je vous l'ai dit, d'une gestion de crise qui est extrêmement mauvaise. Hein. Souvenons-nous quand même que nous avons transformé en 2008 la crise financière en crise de la zone euro. Il ne faudrait pas que là, nous transformions cette crise sanitaire en crise de la zone euro. Donc j'attends de voir. Des leçons ont été tirées, j'ai l'impression. Il y a des voix discordantes de plus en plus dans des pays européens, et y compris en France, dans des partis plutôt pro-Union européenne, parce que ça ne veut rien dire pro-européen, on est tous pro-européens, pro-Union européenne, qui aujourd'hui, comme le Parti socialiste, se démarque un petit peu et ont des positions un peu plus fortes pour soutenir la relance. Donc attendons de voir. Mais cette phrase qui va dire « oui, tout doit se faire à l'échelon européen », c'est une phrase toujours, moi, que je trouve assez hypocrite. Par exemple, comme moi j'entends, y compris des amis hein, qui me disent « oui, Thomas, la juste taille pour mener la transition énergétique, c'est l'Europe ». Ah bon? Faut m'expliquer alors. Ça veut dire quoi? Nous avons interdit l'exploitation du gaz de schiste en France parce que nous considérions que c'était polluant et je trouve que c'est une bonne chose. Mais le Danemark l'a autorisé, d'autres pays l'ont autorisé. L'Allemagne sort du nucléaire quand nous avons pratiquement que du nucléaire. Nous voulons faire des EPR, des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, va faire une transition énergétique au niveau européen avec ces divergences que nous avons. L'Italie a refusé du nucléaire parce qu'elle le trouve dangereux. Donc, vous imaginez, on va réunir je ne sais pas combien de pays autour d'une table pour faire une transition énergétique avec des pays qui ont des visions et des points de vue sur l'énergie complètement différents. Je vous dis, dans 15 ans, on n'aura même pas avancé. Donc, la transition énergétique, elle ne se fait pas à l'échelle de l'Europe, sinon on n'avancera jamais. Elle doit se faire à l'échelle d'un pays avec son historique dans ses choix énergétiques. Voilà, si on le fait au niveau européen, ça prendra un temps fou. Donc, tous les gens qui vous disent oui, la banque pour le climat au niveau européen, ça veut dire quoi la banque pour le climat? On aura une banque qui financera la transition énergétique, c'est-à-dire qu'au Danemark, on filera de l'argent pour financer la transition énergétique qui ira dans les gaz de schiste, mais parce qu'ils ont choisi de le faire comme ça. En Allemagne, on en financera qui ira au charbon parce qu'on a choisi de le faire comme ça. Et chez nous, on en financera qui ira au nucléaire parce qu'on a choisi de le faire comme ça. C'est ridicule. Non, la transition, elle se fait à une échelle nationale avant de se faire à une échelle européenne. Et ceux qui disent ça, c'est une façon de dire, voilà, on ne veut rien faire, donc on dit, voilà, il faudrait un sommet européen, il faudrait un sommet mondial, il faudrait un sommet universel. À force de faire des choses comme ça, rien n'avance. Non, il faut commencer par faire ça à l'échelle d'un État, parce que nous avons tous les leviers pour le faire, entreprises publiques et ministères, plutôt que de vouloir attendre une réponse européenne avant de faire soi-même les efforts chez nous. Pour rebondir justement sur ce qui est transition énergétique, qu'est-ce que vous pensez de justement de la proposition du gouvernement d'aider les entreprises, mais surtout en prenant en compte justement une dimension plus verte, c'est-à-dire, par exemple, j'avais vu pour l'industrie automobile, chercher à centrer l'industrie automobile sur l'électrique et donc du coup faire en sorte que les aides qui vont être apportées à la suite de la crise du corona soient plutôt des aides qui aillent vers la transition énergétique et vers une fiscalité qui soit plus verte. Est-ce que vous pensez que ce plan du gouvernement va être, c'est une bonne politique, c'est une bonne approche aux problématiques énergétiques et aux problématiques écologiques,
ou il faudrait approcher le problème d'une autre manière? Non, je pense que c'est une bonne chose. Il y a un progrès là-dessus, faut le dire, hein. C'est-à-dire que en 2008, nous avons donné de l'argent aux entreprises sans condition. Nous les avons sauvées sans condition. Et d'ailleurs, les banques ont eu un comportement extrêmement agressif parce qu'elles ont reçu de l'argent ou des garanties de l'État qu'elles ont remboursées. Et elles ont dit maintenant qu'on a remboursé, c'est fini, ne nous embêtez plus. Alors qu'on ne peut pas réagir comme ça, on ne peut pas, quand ça va mal, demander de l'argent et une fois qu'on a. Non. Donc l'argent que l'État prête doit le prêter sous condition et ça, c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, il y ait plus de conditions. Déjà qu'on ne prête pas de l'argent aux entreprises qui sont installées dans des paradis fiscaux. Il n'y a aucune raison. Et la France va dans ce sens-là. Et les pays européens ont dit qu'ils ne donneraient pas un denier d'argent public à des entreprises qui sont dans les paradis fiscaux, c'est une bonne chose. Et ensuite, conditionner cet argent à une transition énergétique, c'est une très bonne chose aussi. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Comme c'est l'État qui donne, alors c'est très difficile parce qu'on a un temps court, donc l'État donne avec conditions. Et je pense que je serai l'État, moi je dirais, dans 6 mois, je vous présente mon rapport de transition qui sera la condition. Alors c'est très difficile parce que ce serait ex post. Quand on accepte de l'argent, on ne peut pas ex post rajouter des conditions. On devrait faire un système à peu près comme ça, où on leur dit, voilà, dans tant d'années, vous devez arrêter telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, etc. Donc ce serait pas mal. Mais sinon, effectivement, ça va dans le bon sens, il faut le dire. Il faut le dire. Mais sur le. J'irai un peu plus loin sur une chose, c'est que vous voyez, en France, nous avons 2 gros constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire, qui sont voilà, Renault, Peugeot. L'État est actionnaire, l'État est une part dans ces entreprises-là, et on le voit bien quand il y a des crises, c'était pareil en 2008, c'est l'État qui intervient pour soutenir l'activité de ces grands constructeurs. Alors très bien, aujourd'hui on leur impose des conditions, et moi je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin que ça, c'est faire en sorte, alors ça c'est très difficile, mais que ces entreprises-là, elles n'aient pas des concurrents à tous les niveaux. Parce que vous voyez, par exemple, moi je me souviens de M. Sapin, il avait été au salon de l'automobile américain quand il était ministre de l'économie, et il s'est pris en photo dans une Tesla. Et il a dit, on va ouvrir des usines de Tesla en France. Bon, bah, là, on voit qu'il y a un vrai problème de politique industrielle. Vous avez 2 constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire et vous leur ramenez, on va dire, le concurrent le plus fort en France pour que justement ils tuent ces 2 concurrents. Quand Emmanuel Macron a fait son sommet à Versailles, il a visité une usine Toyota. Et il a dit, voilà, Toyota, c'est super. Bah oui, mais c'est super, mais la France a 2. Donc, derrière cette condition, il faut faire en sorte qu'on assure voilà, des protections à ces entreprises pour que ce soit le bras armé de la transition énergétique. Donc, elles y vont, elles paieront de la fiscalité, on arrête, voilà, on fait en sorte que, mais en échange, elles sont protégées de la concurrence internationale pour être le bras armé de la transition française. Et est-ce que l'État devrait justement peut-être en profiter pour nationaliser des entreprises ou prendre des parts dans d'autres entreprises qui pourraient être clés pour la transition énergétique ou l'autonomie sanitaire, par exemple, chez des fabricants de médicaments? Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable et que l'État devrait le faire? Ouais, moi je pense, oui, tout à fait, que là, sur la question de la santé, en tous les cas, on a bien vu notre dépendance à tous les niveaux sur les médicaments, sur les anesthésiants, etc. Donc il va falloir qu'on ait une vraie politique de la santé pour devenir plus souverain sur cette question-là, qui est une question très importante. Puis après, il y a d'autres. Moi, enfin, j'ai toujours, et avant la crise, défendu ça. Vous regardez par exemple la SNCF. La SNCF, c'est public, 100% public, mais ça se comporte, on va dire, dans son management et dans sa vision des choses comme une entreprise finalement privée. C'est comme une entreprise privée qui n'aurait pas de concurrent en réalité. C'est ça. Non, mais c'est ça en fait, comme il en existe, hein, Google, etc. Mais là, c'est comme si c'était sans concurrent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le but de la SNCF, c'est quoi? C'est d'aller chercher des marchés à l'étranger. Donc, d'exporter son savoir-faire, voilà, de s'exporter. C'est d'avoir recours à des précaires pour baisser la masse salariale. Voilà, donc on ne forme plus. Et ainsi de suite. C'est d'investir dans des projets comme par exemple le CDG, Charles de Gaulle Express, un billet à, je ne sais pas, 20 euros pour faire Roissy-Paris sans prendre le. Donc il y a plein de choses comme ça où on vise des projets les plus rentables et donc on n'est plus finalement une entreprise publique qui offre un service à des usagers. On est comme une entreprise privée qui pense à faire du bénéfice et puis qui, dès qu'elle a un problème, a recours
à l'État. Et là, la SNCF, vous avez un superbe objet, c'est-à-dire que vous avez une entreprise publique, historique, une couverture du territoire impressionnante, qui est due à un État stratège, à de l'investissement public, et qui pourrait être le bras armé de la transition énergétique. Donc la question, c'est est-ce que le but, c'est de l'offrir, de l'ouvrir à la concurrence pour in fine l'offrir aux services privés, parce que souvent ça finit par une privatisation, tout ça, ou est-ce que c'est d'en faire un bras armé, de la remettre sur pied, réouvrir les petites lignes, réinvestir dans les lignes où les gens travaillent, le RER B, le RER D, on a vu tous ces gens qui allaient aujourd'hui travailler pendant la crise du coronavirus, faire en sorte voilà, qu'on remette certaines lignes, on a l'impression d'être dans les années 50 quand on va, je sais pas moi, à Épinay ou même à Deauville, qui est une destination touristique, vous prenez un train, vous avez l'impression d'être en 1950, c'est un train gris qui ne fonctionne plus, qui est vieux. Enfin, peut-être on remet tout ça à niveau et on fait pour les transports de marchandises également, le train Rungis-Perpignan plutôt que des camions et ainsi de suite. Et on en fait le bras armé de la transition énergétique plutôt que d'avoir comme unique but de la privatiser, qui en fait est une finalité, privatiser, ouvrir à la concurrence, qui n'est pas autre chose que la finalité voulue par les dirigeants ces dernières années. Et ça, c'est un vrai problème. Et vous le rencontrez partout, ce problème. Vous regardez EDF. EDF était une entreprise publique, verticalement intégrée, en monopole, qui fonctionnait très bien. On avait un des coûts de l'énergie les plus faibles, et les Français en sont très satisfaits, parce que même depuis l'ouverture à la concurrence, il reste quand même à EDF. Ben, qu'est-ce qu'on a voulu faire d'EDF? On a voulu en faire une entreprise privée, c'est-à-dire qu'on l'a cassée. On a créé des ERDF, l'entreprise de distribution, l'entreprise de production, l'entreprise. Voilà. On a fait en sorte de l'ouvrir à la concurrence, je ne sais pas pour quelle raison, parce que les Français, je vous le dis, restent majoritairement. Et donc, la finalité a été de faire que cette entreprise publique ressemble le plus possible à une entreprise privée. Ben, ce n'est pas une finalité, ça. La finalité, c'est d'avoir de l'énergie, une sécurité énergétique, à un prix convenable et dans des conditions les moins polluantes possibles. C'est ça ce que devrait être une finalité. Une finalité, ce n'est pas de transformer du public en du privé et d'être satisfait que ça ressemble de plus en plus à du privé. Donc l'État doit y aller à fond, doit avoir une vision stratégique, mais encore une fois, j'ai toujours dit, pour que l'État soit un stratège, enfin pour que l'État soit un État stratège, il faut qu'à la tête de cet État, il y ait un stratège. Et ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. On a beaucoup parlé du rôle de l'État. Peut-être juste pour clore un peu la partie conférence et ouvrir ensuite aux questions, est-ce qu'on ne pourrait pas voir un remplacement de l'État par une solidarité de proximité, des circuits courts dans la consommation, par exemple, de produits agricoles, et justement une nouvelle forme de se substituer à l'État défaillant en termes de services publics et d'accompagnement dans la France délaissée? Alors, c'est très important, vous savez ça, mais moi, alors peut-être que c'est dû à mon âge, parce que je vois que beaucoup de jeunes sont très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, beaucoup de jeunes, que de toute façon, on ne peut pas tout attendre de l'État et que l'État est défaillant de par nature, soit parce qu'il est tenu par des lobbyistes, des hommes politiques déguisés en lobbyistes, soit parce que, comme on ne peut pas tout faire avec l'État, quoi. Et donc, c'est à nous de nous prendre en main et comme le disait Gandhi, d'être son propre changement. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui vont voilà, qui se mobilisent, des jeunes, qui privilégient les circuits locaux via des ruches et ainsi de suite. Enfin, j'en connais plein et je trouve ça génial. Mais il faut avoir conscience que l'ajustement individuel est un ajustement qui ne pourra pas tout faire et qui est très minime. Et je vais vous dire, c'est d'ailleurs pour ça que cet ajustement individuel, il plaît beaucoup aux grandes entreprises. Vous regardez les grandes entreprises, elles nous font une pub de Coca, voilà, elles mettent des millions pour avoir une vedette, puis en dessous, elles vous mettent le petit truc, attention, faites du sport ou buvez pas trop sucré. Voilà, donc c'est à vous de vous prendre en main. Et elles sont très contentes de ça, parce que tout repose sur l'individu. Et tout le monde sait que l'individu a une marge de manœuvre limitée dans sa vie de tous les jours, etc. Parce qu'il travaille, parce qu'il a plein d'autres problèmes. Donc, si le soir, il va au supermarché avec son petit truc et qu'il observe chaque code barre, chaque codification E500, 30 000 qui dit qu'il y a je ne sais pas quoi de l'huile de palme et ainsi de suite, on ne s'en sort pas. Donc, les entreprises, elles sont vachement là-dessus. D'ailleurs, c'est à vous de faire les efforts. Et vous regardez, cette logique a été très loin, puisque dans cette crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous avons réussi à faire baisser finalement la mortalité? Par des efforts individuels. En fait, c'est nous, en restant confinés, qui avons été la solution de cette crise. C'est dingue. C'est-à-dire que l'État, celui qui a été en charge, il a baissé le nombre de lits,
il a pris du retard à l'allumage alors qu'il avait le cas chinois. Il y a quand même une organisation internationale de la santé mondiale. Il y avait le cas chinois qui nous laissait quelques mois d'avance. Il y avait le cas italien qui nous laissait quelques semaines d'avance. Et nous n'avons pas pris les bonnes mesures au bon moment. Une semaine à... Alors, il y a eu pire, hein, Trump, Johnson, d'accord, il y a eu pire. Mais nous, une semaine avant le confinement, on nous disait qu'il fallait aller au théâtre, il fallait vivre comme avant. Tout le monde était très surpris par le confinement. Donc, l'anticipation était proche de zéro. Il n'y avait pas de lit à l'hôpital, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Nous n'avons rien anticipé. Vous voyez. Et donc, la seule solution, ça a été de faire porter la responsabilité sur les gens en disant faites des gestes barrières, éloignez-vous, restez chez vous. C'est quand même dingue d'avoir cette responsabilité. Et quand vous sortez au supermarché, en fait, tout dépend de vous. Il n'y a rien qui a été fait pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Donc, vous voyez, et donc c'est extrêmement limité en fait cette capacité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Moi, je suis comme vous. Hein, dans mes courses, dans tout, je fais très attention, ce qui demande un effort fou. Mais il ne faut jamais oublier la partie qui relève du combat pour imposer, parce que c'est en haut lieu que ça doit se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On a retiré des milliards aux collectivités territoriales. Ça, c'est des décisions de l'État. Ça a un impact direct sur la vie des gens. Et pourquoi on les a retirés? Parce qu'il fallait réduire les déficits. Pourquoi aujourd'hui, vous avez moins de loisirs, moins de bibliothèques, moins de gens dans les mairies, moins de gens dans les ANPE, dans des villes de banlieue, dans des villes très pauvres? C'est parce qu'il y a eu des baisses sur les collectivités territoriales qui ont été faites sous Hollande. Donc la conséquence, elle est très claire sur les populations. Et ces populations-là, elles peuvent faire n'importe quoi, se prendre en main, etc. Elles ne changeront pas cet état de fait. D'accord? Les lits ont baissé parce qu'il y a eu des coupes sur une pratique d'austérité sur l'hôpital. On pourra faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas changer cet état de fait. Donc, il faut individuellement changer une partie des choses, c'est clair, mais il ne faut pas oublier le combat, qui est un combat pour moi politique, par la dénonciation collective de citoyens, et encore mieux de citoyens comme vous qui ont fait des très grandes écoles, qui ont une voix qui porte, parce que c'est toujours ça, hein, vous savez, comme une voix qui porte, de la dénonciation collective et de la pression sur les politiques pour que les choses changent. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vois, j'avais vu moi, des étudiants de grandes universités américaines qui allaient voir les compagnies pétrolières et qui leur disaient, écoutez les amis, vous nous dites que le climat c'est important, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout important, mais maintenant ça devient important, énergie verte partout, mais vous avez dans votre bilan tant de réserves. Or, l'Agence internationale de l'énergie a dit que 60% des réserves devaient rester sous terre si vous voulez tenir l'accord de Paris. Qu'avez-vous prévu pour ces réserves? On vous laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois pour nous faire un bilan, un stress test. Mais toutes les entreprises ont répondu. Si c'était des militants qui avaient dit ça, ils n'auraient jamais répondu. Mais comme c'est des gens d'Harvard ou de grandes, ils ont répondu. Donc c'est ça le rôle, chacun à son poste, parce que les militants sont hyper importants, hein, et les actions qui sont faites l'ont prouvé. Mais il faut que chacun à son niveau ait un rôle dans ce combat politique. Et vous, en tant qu'étudiant d'une grande école de commerce, et la meilleure de France, et me semble-t-il une des meilleures d'Europe, hein, je crois que c'était même la meilleure avant dans un classement, vous devez être des fers de lance pour que les choses changent, voilà, pour une société plus juste et plus écologique. Merci beaucoup. En tout cas, on va tâcher de suivre ce mot d'ordre, de poursuivre le combat. Maintenant, si des personnes souhaitent poser des questions, c'est le moment. Je vous demanderai juste d'allumer votre vidéo si possible et d'activer votre micro au moment de parler. Si vous pouviez lever la main s'il y a beaucoup de questions, ce sera peut-être plus simple pour dispatcher les temps de questions. Ouais, moi j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bonjour Monsieur Porcher, merci beaucoup, c'était hyper intéressant d'entendre tout ce que vous aviez à dire. Moi j'avais une question, parce qu'il me semble qu'il y a une sorte de contradiction que je retrouve assez souvent dans les discours économiques de gauche entre tout ce que vous avez développé en prenant des indicateurs qui jusque-là étaient les indicateurs principaux de l'économie, donc notamment le PIB. Donc vous parlez d'une relance, vous parlez de retrouver les niveaux de PIB qu'on a perdu, etc. Et d'un autre côté, j'entends quand même beaucoup la croissance. On ne peut pas rechercher la croissance à l'infini, c'est ça qui conduit à la destruction du monde. Donc, est-ce que ça veut dire que vous croyez à la croissance verte? Parce que moi, a priori, pas trop, mais bon, c'est vous l'expert, donc c'est à vous de me dire. Parce que voilà, j'ai du mal à concilier un peu ces deux discours. Alors, vous avez raison, non, mais vous avez raison sur. Moi, je ne crois pas à la croissance infinie et je ne crois pas du tout à la croissance verte.
je vous le dis tout de suite. J'utilisais la croissance. En fait, pour vous dire, si je vous dis toute la vérité, en fait, je m'en contrefous en réalité de la croissance. Pour vous dire la vérité, en fait, ce qui compte pour moi, c'est de répondre à des besoins. Par exemple, si vous me dites est-ce que vous êtes contre la croissance, pour ou contre, je vous dirais je m'en fous en fait, en réalité. Il y a des gens qui sont contre. Non, mais par exemple, si je vois qu'on a une croissance à 2 chiffres sur la rénovation des bâtiments, ben, je suis pour. Vous voyez, on a 25 millions d'habitations à rénover en France pour les mettre au top niveau en termes d'isolation et pour consommer moins d'énergie. Donc là, moi, je suis pour qu'on rénove 1 million d'habitations par an. On n'arrive pas à en rénover plus de 250 000 parce qu'une rénovation, ça coûte 10 à 15 000 euros. Donc, vous imaginez que tout le monde n'a pas 15 000 euros à mettre pour refaire ses fenêtres, pour avoir une économie. Donc, mais alors que ce serait très utile. Donc, moi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, il faut y aller pour moi comme un bourrin. C'est-à-dire qu'il faut rénover ces 25 millions d'habitations au rythme d'1 million par an pour qu'en 25 ans, on ait toutes les habitations qui soient au top niveau en consommation d'énergie et qu'on fasse des économies drastiques sur notre consommation d'énergie, sachant que l'énergie est en premier lieu responsable du réchauffement climatique. Ça, c'est la première des choses. Donc, mais par contre, vous allez me dire demain, est-ce qu'il faut aller creuser des puits de gaz de schiste dans le sud de la France pour trouver de l'énergie? Je vous dirais non. Donc, sur les énergies fossiles, je suis plutôt un décroissant. Vous voyez? Donc, moi, je vois surtout des secteurs où il y a des marges de manœuvre énormes à prendre, qui sont des secteurs importants dans le social, dans l'éducation, dans la création de rails, etc., ou de liaisons ferroviaires, dans la rénovation des bâtiments, où là, on va me dire, mais tu es un productiviste. Mais oui, peut-être, oui. Et je vois des choses où effectivement, il faudrait une décroissance totale, la consommation de biens, on l'a bien vu, la fast fashion, les vêtements, moi je suis plutôt contre. Hein. Je ne vois pas l'utilité qu'on produise 100 milliards de vêtements par an, alors que nous sommes 7 milliards et qu'il n'y a que 3 milliards de consommateurs potentiels, on va dire, de ces vêtements-là. Donc, je ne vois pas l'utilité de la fast fashion, je ne vois pas l'utilité de plein de choses, que l'on ait des kiwis qui fassent 4 fois le tour du monde avant qu'ils arrivent dans notre assiette. Je suis contre, bien sûr. Mais je ne suis pas le mec qui vous dit il faut que de la croissance, c'est bien, parce que ça vous amène toujours à soutenir votre croissance avec des choses mauvaises, comme de la finance, comme de l'énergie fossile. On a vu tous ces débats ces dernières années sur le gaz de schiste, qui était un miracle aux États-Unis, ou sur la financiarisation avant les subprimes, au moment des subprimes, qui était super. Donc moi, je suis plutôt contre ça. En même temps, je ne suis pas quelqu'un de décroissant foncièrement, parce qu'il y a des secteurs qui ont encore besoin de croissance. Et j'ajouterai une chose, c'est que vous avez aujourd'hui des pays et des gens qui vivent en décroissance. Et vous en avez plein en France. Vous avez, encore une fois, je vous le dis, le Grand Est et les Hauts-de-France sont plus pauvres qu'il y a une dizaine d'années, donc ils sont en décroissance. La Grèce est en décroissance. Je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à voir si les gens sont plus heureux. Donc, ce n'est pas une question. Je veux dire, la finalité, c'est ce que l'on produit et ce que l'on veut produire. La finalité, ce n'est pas de satisfaire un chiffre ou de ne pas le satisfaire, comme certains veulent porter le débat sur cette question-là. Ok, merci, c'est très clair. Merci beaucoup, merci. On avait une question de fin. Je ne sais pas si tu peux allumer ta vidéo et la poser. En fait, du coup, c'était la même question. Je ne sais pas si… Merde, pas de merde, mais du coup, zut. Mais du coup, en fait, j'en ai une autre. Vous avez dit qu'un risque, ce serait de faire comme on a fait à la prise de 2008, donc c'est-à-dire faire de la relance et tout d'un coup s'arrêter parce qu'on se dit, OK, maintenant, on a un petit peu dépassé les limites. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'on ne pourra plus jamais avoir de croissance sans relancer sans qu'il y ait une relance en permanence de l'État? Ou alors, est-ce que un jour, peut-être que ça va s'imposer de soi-même parce que la croissance s'auto-alimentera ou je ne sais pas, ça deviendra utopique, ce sera formidable, mais voilà. Alors, en période de crise, même si la crise est différente de celle qu'on a vécue précédemment, hein, dans toutes les crises que nous avons connues, que ce soit des crises dues à des guerres ou une crise financière et la crise sanitaire, c'est toujours l'État qui intervient pour se porter garant. Parce que plus personne là, ne prêterait de l'argent à Air France. Aucune banque ne prêterait de l'argent à une entreprise privée comme Air France qui est à l'arrêt depuis 2 mois. Personne. Donc c'est l'État qui arrive et qui éteint finalement l'incendie. C'est ce qu'on appelle de la politique contracyclique, on ne peut pas faire autrement. Donc là, l'État doit intervenir, il n'y a pas d'autre solution. Après, sur la suite,
Encore une fois, moi, la vraie question, pareil, en fait, je pense qu'on est trop resté concentré ces dernières années sur les indicateurs, en fait, de croissance, de dépenses publiques. Par exemple, la dépense publique, on vous en parle tout le temps. Je veux dire, même notre prix Nobel, Tirole, qui est un des plus grands économistes du monde, eh ben, il se trahit dans son livre, qui est extrêmement bon, hein, je vous incite à lire, l'économie du bien commun. Il se trahit à un moment sur la France, où il met la France à 57% de dépenses publiques, point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut dire, point d'exclamation? Ça veut dire que c'est trop. Il se trahit sur sa pensée. En fait, nous avons 57% de dépenses publiques, bah, très bien. Mais pourquoi nous avons 57%? Parce que les retraites sont publiques, parce qu'un tas de choses sont publiques en France. Donc la dépense publique n'indique que ce que nous voulons confier au public ou pas. Si demain, nous passons toutes les retraites en capitalisation, comme c'est le cas de l'Allemagne, quasiment, ben nous avons la même dépense publique que l'Allemagne, 45% à peu près. Vous voyez? Donc la vraie question, c'est plutôt le choix. Est-ce qu'on veut des retraites publiques ou privées? Si on veut des publics, ben on accepte d'avoir 57% de dépenses publiques et nous n'en parlons plus. Si nous voulons privé, si les gens veulent du privé, ben on les passe en privé, on aura moins de dépenses publiques. Donc les vraies questions, ce n'est pas des questions d'indicateurs, on a trop de dépenses publiques, on a trop d'impôts, on n'a pas assez de croissance. C'est les questions de ce que nous voulons comme société. Voilà, c'est ça, moi, la vraie truc. Donc, je veux dire, si demain les soignants, comme c'est le cas depuis 2-3 ans, ils vous disent on n'y arrive plus, on a des problèmes, et nous on fait comme si, ah mais non, ce qu'avait dit un présentateur, la chamaillerie, la pleurnicherie hospitalière. Non, on voit qu'ils ont des problèmes. Ce sont des soignants, ils sont au cœur. Ben, on répond, on met 3, 4, 5, 6 milliards. Voilà, on investit puisqu'il y a des besoins. La petite enfance, regardez la petite enfance, les crèches. Et là, je m'adresse vraiment, vous allez être des futurs parents. Quand vous avez un enfant, vous allez à la mairie à Paris, une des villes, la 3e ville la plus puissante au monde, Paris. Hein, d'accord, c'est la 3e ville selon les classements. Donc vous allez à Paris dans une mairie et vous dites, je voudrais une place en crèche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a pas de place pour tout le monde. Première chose qu'on vous dit. Il n'y a pas de place pour tout le monde n'aura pas sa place. Donc ça commence comme ça. Alors vous dites d'accord, donc vous devez trouver une nounou, etc. Si vous n'avez pas de place, ainsi de suite. Une nounou, donc ça vous ampute votre salaire, c'est 1000, un peu plus de 1000 euros une nounou. Et la crèche, ça dépend de votre revenu, parce que la crèche est en fonction de vos revenus. Et si vous prenez une nounou, c'est plus de 1000 euros. Donc même si vous êtes des personnes qui sont deux cadres, vous gagnez 3000 chacun, qui sont des cadres qui gagnent assez bien, vous avez quand même une charge en plus de l'appartement de 1000 euros à mettre pour une nounou. Et il y a des fois des gens qui sont un peu en dessous, qui doivent faire des arbitrages. C'est-à-dire qu'ils se disent, à quoi ça sert que moi je travaille pour gagner 1500 euros si je paye une nounou 1000 euros? Autant que je reste avec mon fils et que je ne travaille pas. Et c'est souvent la femme qui fait ce sacrifice-là et qui s'occupe de ses enfants en sacrifiant sa carrière parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans le système, dans le service public de la petite enfance. Et là, vous avez des gens, je finis là-dessus, hein, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, vous avez des gens qui se plaignent de ça et qui disent oui, on voudrait des places en crèche. Toutes les études montrent qu'en plus un enfant évolue mieux en crèche qu'avec une nounou parce qu'il y a des activités, il voit d'autres enfants, il y a du mimétisme, ainsi de suite. Donc beaucoup de gens disent on veut des places en crèche. Ben, que fait la mairie de Paris? Elle dit oui, vous aurez plus de places, mais vous n'aurez pas plus d'espace ni plus de personnel. C'est-à-dire qu'une femme qui garde peut-être 7-8 enfants, elle va en garder 12, 13, 14, 15 l'année prochaine. Mais comment vous pouvez garder? Enfin, c'est impossible. Moi qui en garde un, je vous dis que vous êtes crevé, fatigué, j'ai une déluxure à l'épaule. Comment vous pouvez surveiller? Et donc, vous voyez, donc là, il y a un véritable problème sur ce que l'on pourrait appeler un investissement sur les enfants, c'est le futur de la nation française, où on ne veut même pas mettre des moyens pour qu'il y ait plus de personnel et plus d'espace pour garder. Alors, vous voyez, donc là, il y a un vrai problème. Moi, là, je mets l'argent, je mettrai l'argent qu'il faut parce que ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on n'est pas cet argent-là. Donc, pour moi, tous les indicateurs, en fait, ça ne doit plus être une finalité. La finalité, c'est quelle société nous voulons et où est-ce qu'il faut investir. Le reste, on s'en moque, en fait. Le reste, c'est que des arguments pour justement ne pas réaliser cet investissement. Donner 5 milliards de plus à la petite enfance pour que tous les enfants en France soient mieux gardés, qu'ils mangent mieux, qu'ils aient plus d'espace, ce n'est pas possible. Retirer 5 milliards aux 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine français, ah ben c'est super. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des choix de société et des idéologies qui permettent de choisir des parties prenantes plutôt que d'autres. Ok, merci. On a une question de Laurent. Bonjour, Monsieur Porcher. Déjà, merci pour la conférence. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, parfaitement. D'accord. Alors, sur la majorité de vos idées, je dois dire qu'on ne peut qu'être d'accord parce que
faites en fait un diagnostic un peu social. L'exemple des crèches, il est très parlant. Mais le problème, en général, des économistes, entre guillemets, de gauche, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il faut toujours augmenter la dépense, mettre plus de moyens, en fait, pour parvenir à ces fins-là. Et on sait très bien que le seul levier dont l'État dispose en majorité, c'est l'impôt. Et que s'il faut mener toutes ces réformes-là, il faut passer par l'impôt, que la Banque centrale ne peut pas aujourd'hui mettre en place le mécanisme de planche à billets pour tout financer. Donc, est-ce que finalement, on ne se trompe pas de combat, on ne s'attaque pas d'abord au problème de l'impôt? Est-ce qu'il ne faudrait pas une refonte globale de tout le système d'imposition pour un truc véritablement progressif avant de pouvoir implémenter toutes ces politiques-là, sachant qu'aujourd'hui, la planche à billets, c'est impossible? Merci. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, le financement de l'État est une très bonne question. Vous savez, ce qui se passe depuis des années, et il faut vraiment le dire, même si les gens n'ont pas l'impression de voir ça, c'est que nous assistons à une vraie contre-révolution fiscale, surtout sur les hauts revenus et sur les grandes entreprises. Aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises, vous vous en souvenez, enfin, vous étiez peut-être plus jeune, mais en 2012, quand Nicolas Sarkozy était face à François Hollande, il y avait une émission, je crois que c'est une grande émission qui était présentée par Pujadas à l'époque sur le service public où tout le monde passait. Et il a dit une phrase qui est importante, qui est hyper intéressante et qui en dit beaucoup sur notre pays. Mais ça se passe dans d'autres pays aussi. Il a dit « Je me suis rendu compte que des grandes entreprises françaises ne payent pas d'impôts en France. » Il a dit ça. Et il a dit « Je vais donc faire un impôt spécial pour ces grandes entreprises. » C'est ce qu'il a dit. Et ce qu'on a surnommé dans les médias l'impôt Total. Parce que Total était la première entreprise du CAC 40, elle ne payait pas d'impôt en France. Voilà, pas d'impôt sur les revenus. Pourquoi? Parce qu'elle utilise des prix de transfert, des prix comptables, elle est placée dans des paradis fiscaux. Dans plus d'une cinquantaine de paradis fiscaux, vous trouvez des fidèles de Total. Je ne pense pas que dans tous ces paradis fiscaux, il y ait du pétrole. Donc, il faudrait demander ce que fait cette entreprise dans des paradis fiscaux. On sait tout ce qu'elle fait, mais on peut lui demander. Si elle ne produit pas de pétrole, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Donc, elle était dans des paradis fiscaux et donc elle faisait de l'optimisation fiscale, parce qu'on ne peut plus dire évasion. Donc, elle ne payait pas d'impôts en France. Soit dit en passant, moi j'ai fait ma thèse sur le pétrole, et notamment dans le cas du Congo, où j'ai bossé pour la Commission européenne quand j'étais jeune, et j'ai observé les budgets de la République du Congo, et Total, qui est l'actionnaire principal à 60% au Congo dans la production pétrolière, ne paye pas d'impôts au Congo. Donc Total ne paye ni d'impôts au Congo sur la production de pétrole, ni d'impôts en France sur la distribution d'essence et de pétrole. Donc il faudrait savoir où est-ce qu'elle les paye. Elle les paye probablement dans des endroits où il n'y a pas de fiscalité, donc elle ne paye pas d'impôts. Donc bref, donc là il y a une vraie question là-dessus. Et c'est Sarkozy qui avait dit ça. Il y a des entreprises. Donc vous avez des grosses entreprises aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts. Vous voyez, et le vrai problème, il est là, c'est que comme les entreprises là ne payent pas d'impôts, vous avez moins de recettes fiscales. Comme vous avez moins de recettes fiscales, il faut soit couper sur la dépense publique, soit reporter cette charge-là en créant d'autres impôts comme la CSG, et ainsi de suite, sur les classes moyennes. Vous voyez? Et on se trouve dans une situation maintenant qui est complètement dingue, c'est que quand vous prenez un Uber, le chauffeur, il est auto-entrepreneur, il paye 20% d'impôts. Il a une pression fiscale de 20%. Mais la plateforme qui l'embauche, qui est milliardaire, elle paye 0 d'impôts. Vous avez un café du coin, un mec qui ouvre son café, il a une pression fiscale plus forte qu'en face de lui, son concurrent qui est Starbucks, qui ne paye pas d'impôts. Vous avez une librairie qui a une pression fiscale plus forte que Amazon et que la Fnac. Voilà dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ce sont les pauvres, les classes moyennes qui payent l'impôt. Et c'est pour ça et c'est ça la vraie victoire aujourd'hui du système, c'est que ceux qui en veulent le moins de l'impôt, ce sont ces gens-là maintenant. Ce sont les entrepreneurs. Et s'ils vous disent, mais comment vous voulez que j'embauche? Si j'embauche un mec 2 000 €, je dois te payer 4 000 €. Je ne peux pas. Vous voyez, ils vous disent ça. Mais en fait, ils ont cette pression fiscale parce que d'autres ne l'ont pas. Et cette pression fiscale leur paraît lourde et pèse sur leur compétitivité parce que d'autres ne les ont pas. Vous voyez? En réalité, la compétition fiscale, elle n'est pas avec l'étranger pour la plupart des PME. Vous savez que les PME, à 90%, on va dire leur champ reste local. Une boulangerie, son concurrent, ce n'est pas la boulangerie qui est à New York, c'est la boulangerie qui est de l'autre côté de la rue. Le premier concurrent de la boulangerie en France, c'est le Monoprix qui a ouvert une petite boulangerie dans son Monoprix et qui vend la baguette à 60 centimes et qui ne paye pas d'impôts.
et qui payent moins d'impôts que la boulangerie. Le premier concurrent du café français, là, à Saint-Michel, devant la Sorbonne, ça ne va pas être le café à Wall Street, c'est le Starbucks qui, lui, ne paye pas d'impôts. Et donc, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est comment on remet une justice fiscale. C'est pas, est-ce qu'il y a trop, c'est vraiment la question de cette justice fiscale. Si tout le monde payait bien ses impôts, la compétitivité d'un petit commerce ou d'une PME par rapport à son voisin, eh ben, elle retrouverait des marges. Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut qu'il y ait des… Parce que l'évasion fiscale, c'est quelque chose d'extrêmement… L'optimisation fiscale, c'est quelque chose… Ou l'évasion, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, tenu par des hauts financiers qui ont fait des très grandes écoles et parfois des grandes universités. Et donc, il faut mettre des gens à Bercy qui enquêtent, etc. Vous avez vu aujourd'hui que quand même, sur l'affaire des Panama Papers, qui a été relevée par des journalistes, ça a permis à l'État français de récupérer des millions d'euros. Donc aujourd'hui, c'est des journalistes qui font des enquêtes pour permettre à l'État de récupérer de l'argent. Mais on crée un département entier à Bercy, avec des hauts fonctionnaires de l'ENA ou de grandes écoles comme vous, pour qu'ils traquent, qu'ils chassent. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Les ministères où nous avons supprimé le plus de fonctionnaires, c'est où? À Bercy et au ministère de l'Environnement, de l'écologie. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est une lutte qui n'intéresse pas notre gouvernement. Voilà. D'accord, merci pour la réponse. Enfin, même si honnêtement, je reste un peu convaincu que ça va être insuffisant de créer un département à Bercy pour pouvoir faire entrer de l'argent pour financer toutes les réformes que vous proposez. Alors, attendez, je finis quand même une chose. Tu as raison de me dire. Mais tu sais, moi, je ne suis pas. En fait, tu as raison de me dire ça, ça me permet de préciser quelque chose. Toutes les réformes que je propose, genre, on les évalue à 40 milliards au départ. Hein, 40 milliards. Là, on va quand même mettre 150 milliards d'un coup. Moi, c'était 40 milliards par an. On peut aller jusqu'à 100 milliards. Mais après, peut-être qu'il n'y a plus besoin parce que comme l'économie repart, comme je vous l'ai dit, hein, le PIB, s'il repart plus vite que le reste, vous avez, par exemple, le CICE. On a mis 40 milliards dans le CICE. 40 milliards par an pour baisser les charges sur les bas salaires dans les entreprises. Ça a créé combien d'emplois? Eh ben, les dernières études montrent que ça a créé ou maintenu, parce que quand on maintient en compte tout ça, 100 000 emplois. Donc 40 milliards, 100 000 emplois créés ou maintenus. D'accord? C'est très difficile à chiffrer. Pourquoi? Parce que quand vous donnez 40 milliards aux entreprises, elles font ce qu'elles veulent. Et quand vous avez des entreprises qui ont 2/3 de leurs employés qui sont à l'étranger, on ne sait pas si ça profite finalement à l'économie française ou à l'économie étrangère. Quand vous investissez dans les crèches ou dans les hôpitaux, vous êtes sûr que c'est des emplois non délocalisables. Quand vous investissez dans la rénovation des bâtiments, qui peut profiter aux entreprises privées qui se positionneront là-dessus, c'est des emplois non délocalisables. Donc, si vous mettez finalement quelques conditions, vous avez quasiment sûr que la richesse que vous investissez, elle crée une autre richesse et une autre recette budgétaire. Je vous cite juste une étude de l'IDRI, qui est un centre de recherche de Sciences Po sur l'environnement, qui montrait qu'en Allemagne, chaque euro d'argent public investi dans la rénovation des bâtiments rapportait 2 à 4 euros de recettes budgétaires. Donc, c'est-à-dire que vous financez en investissant avec de l'argent public, vous récupérez 2 à 4 de rentrées budgétaires. Pourquoi? Parce que l'argent que vous mettez crée de l'activité qui n'est pas délocalisable. Et cette activité, vous payez des impôts et ainsi de suite. Donc, on peut financer très fortement des dépenses si elles sont ciblées et bien mises, et ça peut nous créer des recettes budgétaires. La dernière chose que je dirais, c'est que je ne suis pas, moi, contre… vous savez, on aime bien aujourd'hui opposer les économistes qui sont pro-public. Alors, pro-public, on voit derrière le Gosplan, l'URSS, Venezuela, Corée du Nord, et ceux qui sont pro-privé. Non, moi, je suis pour une économie mixte. J'enseigne dans une école de commerce 100% privée, hein, vous voyez. Donc, je suis pour une économie mixte, c'est-à-dire une économie où vous avez un secteur public et un secteur privé à part égale, un secteur public qui réglemente en partie le secteur privé, un secteur public qui a, on va dire, des moyens dans des choses importantes, l'hôpital, la transition, le transport, etc. Voilà, moi je suis pour ça. Hein. Je ne suis pas pour une opposition systématique entre privé et public, comme c'est fait d'un côté et de l'autre aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron s'est fait élire en disant « j'aime pas le modèle social, j'aime pas les fonctionnaires, le problème c'est la dépense publique ». Et là, on voit très bien qu'il y a une volonté de cannibaliser, de taper sur le secteur public et de faire en sorte que ce secteur public finisse dans le secteur privé, comme on l'a vu notamment avec la revente d'Aéroports de Paris. Si on peut prendre une dernière question, on a une question de Tristan. Oui, bonjour.
Bonjour. Merci pour votre intervention. On a beaucoup entendu parler là, avec le Covid de la question de l'indexation des salaires par rapport à l'utilité sociale des métiers. Et je me rappelle avoir lu l'hypothèse vous savez, de la valeur avec les diamants et les baguettes de pain, que quelque chose qui serait rare devrait être mieux payé. Et j'ai pas tellement d'avis là-dessus et j'ai du mal à comprendre comment, et vous en tant qu'économiste, on peut réfléchir à ces choses-là, puisque il va y avoir un investissement normalement massif dans l'hôpital. Et en tant que soignant, on se pose la question de la rémunération et effectivement de cette question de l'utilité sociale. Je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez. Ouais, moi, c'est une très bonne question. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment, c'est que toute l'échelle des salaires et de ce qui est important dans notre société est purement idéologique, y compris de ce qu'on appelle les qualifications, en fait. Vous voyez, non mais c'est vrai. Moi, il y a plusieurs fois dans ma vie, et vous l'avez vu vous aussi, je pense, où on a l'impression vraiment d'être sous-qualifié, même pour des choses parfois très simples. Réparer un lavabo, on a beau avoir fait HEC ou avoir fait 8 ans d'études comme moi, et ben là, on se sent très vite sous-qualifié, on appelle quelqu'un voilà, c'est la personne qu'on appelle, qui est une personne non qualifiée dans les statistiques, mais qui est beaucoup plus qualifiée que nous, et ainsi de suite. Donc, l'échelle de valeur, pour moi, et l'échelle des qualifications, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Quand on parle de personnel non qualifié, c'est vraiment, il y a je veux dire, le nettoyage, etc. C'est des choses hyper importantes aujourd'hui. Et appeler ces personnels des personnels non qualifiés, c'est quelque chose déjà d'extrêmement méprisant. Après, sur les salaires, moi, clairement, je trouve qu'il y a aujourd'hui plein de choses qui sont très utiles, qui sont extrêmement mal rémunérées. Et je commence aux salariés des crèches qui s'occupent quand même de la prunelle de vos yeux. C'est vos enfants. Vous les confiez sur une journée 6 heures par jour votre enfant à quelqu'un. C'est la prunelle de vos yeux, vous voyez, et qui va lui apprendre à devenir propre, à marcher, qui observe tout, qui voit tout. En plus, moi, je suis là très et ça va être un salaire extrêmement faible qui va être en dessous du salaire médian français. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. Une infirmière, c'est pareil. Je trouve pas ça normal. Les industries de nettoyage, c'est pareil. Partout, vous allez dans une gare, n'importe où, dans la rue ou dans les hôpitaux, le nettoyage est une chose extrêmement importante. Et à l'hôpital, c'est clé, c'est majeur. Donc, on est obligé de bien payer ses personnels. Et en plus, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant quand vous faites. Et là, on voit que tout est minuté pour nettoyer les chambres, etc. C'est pas normal. C'est quelque chose qui devrait être beaucoup mieux rémunéré et compte tenu des risques divers liés aux produits utilisés et ainsi de suite et au rythme, qui devrait être beaucoup plus réglementé pour que le salarié soit mieux traité. Donc non, il y a une vraie inversement des hiérarchies de toutes ces valeurs qui doit être mis en place. Mais je n'ai pas l'impression que c'est gagné. Hein. Là, vous regardez, les salaires, on va leur donner une petite prime à quelques salaires par-ci par-là, mais les salaires qui nous ont quand même aidés à tenir pendant cette crise-là, ce sont des salariés qui sont mal rémunérés, sur qui toutes les dernières lois exercent des pressions, les lois travail, les baisses de dotation au transport. C'est des gens qui subissent tout ça au jour le jour. Et aujourd'hui, dans tous les mouvements qu'il y a pour construire le monde d'après, qu'ils soient de gauche ou d'ailleurs, j'ai rarement vu des gens faire intervenir ces personnes qui ont été en première ligne face au Covid. Et ça prouve qu'on va soit être dans l'abstraction encore de dire oui, le monde d'après, il doit être comme ci, comme ça, fait de fleurs, etc., sans prendre la position de ces gens. Et de l'autre côté, du côté des libéraux, on voit qu'on continue sur la même dynamique en disant le modèle était le mieux, c'est pas de notre faute s'il y a eu cette crise sanitaire, il faut continuer, la dette est un vrai problème, les sorties de Bruno Le Maire, il va falloir faire des efforts, du gouvernement de la Banque de France, il va falloir faire des efforts, même il faut déjà faire les efforts avant même d'avoir repris l'activité, donc montre que ça n'a pas changé là-dessus. Donc moi je me dis aujourd'hui, et la conclusion que je tire de cette affaire, c'est réinverser cette hiérarchie des normes et se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui toute initiative qui se fera sans eux, ces gens-là qui ont été en première ligne, pour moi se fait contre eux. Pour paraphraser une phrase de Nelson Mandela. Voilà. On va prendre une dernière question de Grégoire avant de conclure cette conférence. Oui, bonjour monsieur. Alors moi, ma question est plutôt liée à l'Europe. Je veux dire, par exemple, lors de la crise de l'euro, on avait déjà vu un creusement de l'écart assez important entre l'Europe dite du Nord et du Sud, avec par exemple un déficit public qui
qui a énormément augmenté, la dette, les taux de chômage, le PIB par habitant également, donc qui a vachement augmenté dans les pays du Nord, alors que dans les pays du Sud de l'Europe, on a eu une stagnation, voire même une diminution. Et là, ce qu'on voit dans la crise du Covid, c'est à peu près la même chose finalement. C'est-à-dire que les pays du Sud de l'Europe, hormis la Grèce, ont été beaucoup plus durement touchés par l'épidémie, alors que les pays du Nord de l'Europe sont plutôt bien sortis. On prend l'exemple de la Suède, de l'Allemagne, des Pays-Bas, etc., qui finalement, dont les économies seront quand même moins touchées que celles du Sud. Donc finalement, on va avoir quand même à nouveau un écart de plus en plus important au sein de la zone euro, avec l'Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud. Et ma question, elle est finalement, est-ce que vous pensez qu'il est possible encore de mener des politiques ambitieuses pour finalement résorber un peu cet écart, pour combler cet écart, on va dire, entre l'Europe du Nord et du Sud? Et si oui, quelles sont les mesures que vous préconisez finalement pour y arriver? C'est très compliqué. Alors, il faudrait des gros transferts entre États, mais en fait, personne ne veut les faire. Alors qu'en réalité, en fait, une grosse partie de nos échanges se font dans la zone euro. Et donc, ce qu'a gagné l'Allemagne en excédent commercial, elle l'a fait sur d'autres pays. Donc, vous voyez, appauvrir des pays qui sont des consommateurs, ce n'est pas une bonne solution, y compris pour les pays qui exportent. Donc, je pense qu'il faudrait des transferts entre pays très forts ou des plans de relance qui profitent à tous. Mais ça, personne n'en veut. Donc, c'est là que l'Europe se trouve dans une impasse, en fait. C'est là qu'elle se trouve dans une vraie impasse. Et moi, je suis très critique de l'Europe, et là, j'ai été encore plus loin dans ma critique. Et ce sentiment gagne beaucoup de pays du Sud. On voit qu'en Italie, aujourd'hui, il y a quand même une majorité d'Italiens qui sont contre l'Europe, alors que c'était un pays, quand même, sur ces questions-là, qui restait. Et là, la manière dont elle gère la crise italienne, le fait qu'on se vole des masques entre nous, et ainsi de suite, beaucoup de gens sont contre. Donc, moi, je pense, c'est ce que je dis dans mon livre, qu'il va falloir vraiment là, une crise majeure, comme l'a fait De Gaulle ou comme l'a fait Thatcher en son temps, vous voyez, qui n'étaient pas qui étaient des gens de droite plutôt, hein, et qui ont ouvert des crises majeures dans les institutions de l'Europe pour les changer. De Gaulle, il a mis un boxon pendant des mois, Thatcher a mis un boxon pendant des mois pour payer moins d'argent à l'Union européenne. Et nous, il faudrait un président qui mette un boxon pour en finir avec cette politique austéritaire qui fracture finalement les pays du Sud et qui enrichit certaines personnes dans les pays du Nord, parce qu'une grosse partie quand même de cette austérité, elle fait mal à une majorité d'Allemands, à une majorité d'habitants de Hollande et ainsi de suite. Ne l'oublions pas, hein, que la Hollande a un nombre énorme de travailleurs précaires et que les Allemands ont pratiqué l'austérité budgétaire pendant des années. Et je me souviens, moi, de ce livre de Varoufakis que j'ai lu, qui est très bon et que vous avez probablement lu, dont on a fait un film, hein, qui s'appelle « Y a-t-il des adultes dans la pièce ?» ou quelque chose comme ça. Il explique vraiment que quand il a été en Allemagne, il avait un garde du corps qui avait été mis par l'État allemand et que ce garde du corps lui a dit à la fin « tenez bon ». Et que là, il s'est rendu compte, et je trouve ça assez intéressant cette réflexion, que ce n'était pas une opposition entre Grecs et Allemands, mais que c'est une opposition transversale entre des catégories de population qui souffrent en Grèce et en Allemagne et d'autres qui profitent du système, comme c'est le cas d'une partie de la Grèce qui s'est enrichie aussi et une partie de l'Allemagne continue à s'enrichir. Et ça, c'est assez intéressant. Mais sur le fonctionnement de la zone euro, il faut vraiment que quelqu'un tape du poing avec une méthode différente finalement de celle de Varoufakis, qui voulait changer les choses de l'intérieur, avec tous les soutiens qu'il avait de prix Nobel et même des soutiens allant jusqu'à Obama, qui avait fait des sorties sur le fonctionnement de la zone euro. Il n'a pas réussi à changer les choses de l'intérieur. Je pense qu'il faut être quelqu'un qui est prêt à ouvrir une crise majeure, comme avait fait De Gaulle et Thatcher. Et parce que sinon, ça ne changera pas. Et vous savez, je l'explique bien dans mon livre, et je finirai là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, mais dans mon livre, en fait, il y a eu un sondage qui avait été fait sur 1000 jeunes. J'ai un chapitre sur l'Europe, 1000 jeunes venant de milieux sociaux différents. Et ce qu'avaient dit les jeunes était hallucinant. C'était des jeunes de 15 à 30 ans, et il dit donc de votre génération. Et beaucoup disaient que, pratiquement, je crois, soit 2/3 disaient que l'Europe n'était pas un espace démocratique. Certains disaient que l'Europe devait être en premier lieu un espace qui lutte contre le réchauffement climatique et qui lutte pour moins d'inégalités. Mais 80% de ces gens disaient que l'Europe n'était pas à la hauteur sur ces points-là. Donc les jeunes étaient extrêmement lucides. Et après ça, nous avons une table ronde avec des journalistes du Monde, avec des journalistes du Temps, le quotidien suisse,
avec des think tanks européens. Et tous ces gens n'ont fait qu'expliquer aux jeunes qu'ils n'avaient rien compris, alors qu'en réalité, ils avaient tout compris. On leur a dit, oui, mais si tu penses que l'Europe, ce n'est pas une démocratie, ben, va vivre en Iran et va vivre en Chine. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'en Europe, il y a des peuples qui ont voté non aux réformes européennes, comme c'était le cas en Grèce, et on leur a imposé. Il y a des gens qui ont voté non à la Constitution en 2005 en France, et on leur a imposé. Donc non, ce n'est pas un espace démocratique. Alors oui, on ne va pas venir nous taper dessus parce que je fais cette conférence et que je critique le gouvernement. On ne va pas venir me chercher chez moi, quoique on n'en est pas loin bientôt. Mais voilà. Mais c'est un espace quand même où vous avez une machine, une structure, une matrice qui impose aux États des choix politiques. Et ça, il faut le dire. Et oui, l'Europe n'est pas à la hauteur sur le climat. Alors certes, Macron est plus écolo que Trump, mais ce n'est pas difficile. Et quand on regarde l'Union européenne, aucun pays de l'Union européenne n'a respecté l'accord de Paris. Ce qui veut dire que l'Europe n'est pas au top niveau au niveau du climat. Et quand on regarde les inégalités, elles ont augmenté dans tous les pays d'Europe. Donc, nous ne sommes pas au point. Il faut dire les choses. Il ne faut pas être dans une religion. Il y a beaucoup de gens de mon âge et plus vieux qui sont dans cette religion. Et il y a beaucoup de jeunes comme vous qui ont fait Bac+5 qui n'osent pas franchir des étapes dans la critique de l'Europe. Et moi, je pense qu'il faut y aller. Parce que critiquer l'Europe, critiquer l'Union européenne, ce n'est pas critiquer l'Europe en tant que telle, ou ce n'est pas être contre l'Europe, bien au contraire. L'Europe, comme elle fonctionne, elle fait du mal à une grosse partie de la population. Donc, si vous êtes pro-européen, il faut avoir le courage de critiquer fermement le fonctionnement de la Commission et de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut prendre très rapidement une dernière question? Oui, tout à fait. Floriane, on t'écoute. En activant ton micro en bas à gauche, préalablement, s'il te plaît. Ok. Bonjour, merci à vous. En fait, je vais reprendre un petit peu la première question qui était sur donc l'opposition entre PIB et transition écologique. Donc, je formulerai PIB, CO2. Vous avez répondu en centrant sur la question des besoins, en disant que quelque part, on s'en fout du PIB. Ce qui est important, c'est de satisfaire des besoins. Donc, je trouve ça facile, en fait, d'être là-dedans quand on parle du luxe, quand on parle de la pub, quand on parle de décisions qui permettent de faire entrer en conformité des dimensions sociales, économiques, par exemple la rénovation des bâtiments énergétiques. Mais je me demande comment on fait pour des arbitrages plus difficiles si en fait les impératifs entre guillemets écologiques nous demandent de renoncer à d'autres choses et où sont en fait donc c'est une question de choix de société, de politique, mais quelles seraient, je sais pas, les pistes en économie ou dans d'autres disciplines qui permettent de formaliser ces arbitrages en fait pour faciliter la décision collective. Je ne sais pas si c'est... Alors, j'aimerais bien un petit peu, quand vous parlez d'arbitrage, c'est-à-dire de faire en sorte de choisir une activité non polluante plutôt qu'une activité polluante, c'est ça, par exemple? C'est ça un arbitrage? Oui, de gros investissements, en fait. Peut-être, je ne sais pas, qu'on doit tous retourner à la campagne, en fait, ou qu'on doit renoncer à... En fait, je n'arrive pas justement à le penser, mais je me dis peut-être qu'en fait, il y a des choses plus énormes que les sujets de consensus sur lesquels on peut aller, qui demandent à être pensés et à être formalisés. Ce n'est pas très clair, je suis désolée. Non, j'arrive un peu à... Alors, je vais essayer de répondre. Oui, mais alors, quand vous me dites ça, par exemple... Est-ce que vous allez aussi loin que Pablo, machin, là, sur l'effondrement, des choses comme ça? C'est ça dont vous voulez me parler un peu aussi? Potentiellement, oui. Quand j'entends ça, en fait, oui. Enfin, j'ai entendu ça. Ouais. Alors, ouais. Bon, moi, pareil, je n'ai pas la réponse là-dessus. En fait, on n'a pas toutes les réponses là-dessus et moi, je ne les ai pas. Ce que je vois aujourd'hui, c'est ce qui est mis en place pour changer les choses aujourd'hui, hein. Et ça a entraîné, c'était le départ d'un très grand mouvement qui était le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, les seuls mécanismes qui sont mis en place pour changer de société, pour assurer une transition écologique, ce sont des mécanismes de marché, c'est-à-dire la création d'un marché comme le marché carbone, qui est très compliqué, que les entreprises adorent, ou de la fiscalité, comme la taxe carbone. Donc on s'est dit, tiens, on va mettre de la fiscalité, taxe carbone, donc les gens consomment moins d'essence, comme ils consomment moins d'essence, c'est mieux pour la planète. Or, c'est très inefficace. Pourquoi c'est inefficace? Parce que quand vous vivez en province, vous n'avez pas de transport en commun et 85% des gens qui vivent
en dehors de l'Île-de-France, 80 à 85% utilisent leur voiture pour aller travailler. Donc, si vous leur mettez une taxe carbone, vous tapez dans leur pouvoir d'achat. Donc, ils doivent s'ajuster sur d'autres consommations. Alors que ces gens sont souvent des gens qui sont des revenus moins élevés qu'à Paris. Par contre, à Paris, on vous met une taxe carbone. Bon, ben, tu as des revenus déjà, tu veux prendre les transports et ainsi de suite. Donc, le changement par les mécanismes qui existent aujourd'hui, les arbitrages à faire, est très mauvais. C'est pour ça que moi, je prône un engagement plus fort pour que, plutôt qu'on ajuste le consommateur, qu'on ajuste aussi le producteur. En disant, voilà, toi, tu dois changer, tu dois faire ci. Renault, tu dois faire des voitures qui consomment moins d'énergie et ainsi de suite. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais, mais justement, par exemple, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne manière de concevoir les choses, mais j'ai l'impression que, on est quand même, en termes de, on a des moyens limités et qu'il faut quand même faire des choix, y compris dans les moyens, et qu'en fait, laisser, développer les voitures électriques, c'est pas non plus forcément la première des choses à faire, et que en fait, si on veut, entre guillemets, être efficace, il faut, y compris, hiérarchiser les moyens et pas dire, bon, on va faire un petit peu comme on veut, faire des voitures électriques, développer les transports en commun, mais qu'il faut réussir à dire, non, si on veut y arriver, il y a un plan de priorité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est presque de la planification un peu totale, du coup. Mais... Non, l'argent, vous avez raison. Non, mais c'est pour ça que là, c'est très important parce que vous mettez le doigt sur une chose. C'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus de ministère du plan qui planifie un peu les choses, qui était relié au ministère de l'économie avant. Ouais. Il n'y a plus de politique industrielle qui planifie un peu les choses. Aujourd'hui, la seule politique du gouvernement, mais c'est le cas dans beaucoup de pays, c'est de faire en sorte que l'économie de marché fonctionne bien. Et d'ailleurs, vous regardez tous les livres verts de la Commission européenne, il y a toujours des renvois sur il faut faire en sorte que les règles européennes permettent au marché de fonctionner, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse la fiscalité, on baisse les réglementations pour que les entreprises puissent faire comme elles veulent en espérant qu'elles soient vertueuses parce qu'on sait que la concurrence amène quelque chose de vertueux. Et moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut un peu planifier. Comme vous dites, effectivement, il va falloir quand même planifier un minimum une transition écologique qui ne peut pas se faire en partant dans tous les sens, soit via de la fiscalité, soit en donnant comme ça, en faisant des chèques à qui le veut. Renault arrive, dit je fais de l'électrique, on lui donne un chèque. Machin truc arrive, on lui donne un autre chèque. On ne pourra pas faire ça. On doit planifier un ordre des besoins, une hiérarchie des besoins. Est-ce que c'est le transport qui en prend plus que d'autres ? C'est absolument, absolument nécessaire. Pas parce qu'on a une contrainte budgétaire, c'est pas ça, mais parce qu'il va falloir planifier. Vous regardez aujourd'hui tous les scénarios, y compris les scénarios qu'on pourrait qualifier les plus écologistes, qui sont toujours contre finalement une structure plutôt étatique qui planifierait les choses, comme Négawatt ou d'autres. Il y a obligatoirement une planification. L'énergie que l'on consomme aujourd'hui, c'est l'énergie dans laquelle on a investi il y a 40 ans. Donc, si on veut aujourd'hui organiser une transition énergétique, on doit planifier quelle part de réacteurs on ferme, quelle énergie renouvelable on développe, quel nombre de bâtiments on rénove par an, quel transport, quelle ligne on met en place, quel type de voiture on a et combien de voitures en moins on aura dans les années suivantes. Toutes ces transitions pour les entreprises, comme pour les acteurs publics et même les acteurs privés, doit être mise en place progressivement et planifiée pour que chacun puisse s'adapter. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune vision qui dépasse, on a l'impression, si les actionnaires ils veulent des résultats rapidement, donc ils ne veulent pas changer les choses. L'État, il n'intervient que comme un pompier, il n'intervient jamais en amont pour organiser un peu les choses. Il intervient quand ça brûle. Tiens, on va revendre Alstom, il faut qu'il intervienne. Tiens, on va revendre les chantiers de Saint-Nazaire, il faut qu'il intervienne. Voilà, c'est pas… Non, il faut qu'il intervienne en amont pour organiser un peu la production et faire en sorte qu'on ait une vision de la société que l'on veut et qu'on la suive sur une durée longue. Normalement, le public doit avoir une vision de long terme parce que le privé, avec la logique actionnariale, a de plus en plus de mal à avoir cette vision de long terme. Donc, c'est au public de l'avoir. Aujourd'hui, ni le public ni le privé l'ont. Donc, on est toujours en train de tâtonner à mettre des petits pansements, des petits trucs comme ça à droite à gauche, sans avoir cette vision industrielle que nous avons eue à une époque, pour le meilleur, mais aussi comme pour le pire. Nous l'avons vu, notamment en choisissant par exemple le diesel, qui a été peut-être une bonne chose au départ, mais qui aujourd'hui est quand même responsable de pas mal de problèmes respiratoires. Et du coup, même du côté universitaire, la personne n'y réfléchit à cette planification, puisque là, dans le public, il n'y a plus le commissariat général au plan, et dans le privé, il y a quand même, et vous avez l'ADEME qui avait fait un
accord sur l'énergie renouvelable d'ici à 2050, avec une transition 100% renouvelable qui était intéressante. Vous avez des associations, comme j'ai dit, Négawatt, qui réfléchissent. Donc non, vous avez quand même des... Mais c'est vrai que la réflexion, elle n'est pas portée à un niveau plus élevé. ADEME, c'est quand même public, c'est un grand centre de recherche, mais elle ne va pas plus loin. Et moi, je pense que d'ailleurs, là-dessus, on devrait faire même plus de... Par exemple, regardez au Trésor, c'est très bien, on fait des tests. On devrait faire, par exemple, des tests au Trésor, par exemple, des programmes de sortie de l'euro. Le Trésor, normalement, doit réfléchir à plein de choses. On devrait faire, par exemple, sur l'euro, un stress test de sortie de l'euro fait par des gens du Trésor et par un panel. Voilà. Parce que moi, je me souviens, j'avais une amie qui bossait au Trésor, qui avait fait une grande école comme vous et qui bossait au Trésor et qui avait discuté de ça avec son patron. Il disait, oh là là, mais attention, on ne peut pas discuter de ça, c'est très grave, etc. Mais il recevait après des économistes comme Stiglitz qui leur parlaient de ça tout le temps. Et donc aujourd'hui, les scénarios crédibles de sortie de l'euro, en France, ils sont faits que soit par des gens qui sont proches des partis d'extrême droite, ce qui fait douter de leur crédibilité, ou sinon ils sont faits par des Américains, comme Stiglitz, Krugman, etc. Donc pourquoi nous n'arrivons pas à nous emparer de cette question-là? Et c'est pareil pour la transition énergétique. La transition énergétique, c'est fait par l'ADEME, c'est très bien, c'est public, c'est fait aussi par des associations, mais pourquoi à un moment, il n'y a pas des choses qui vont plus loin au ministère de l'écologie, avec des panels où on fait une organisation d'une planification sur 20 ans d'un modèle qui soit écologiquement fiable ou adapté aux exigences de la COP21. Il faudrait les faire, il faudrait les porter. Mais comme aujourd'hui, le rythme politique, il est de 5 ans, et le rythme médiatique, il est de 1 heure, et le rythme des entreprises, il est sur plutôt 1 an sur ce que vont récupérer les actionnaires. On a du mal à avoir une vision de long terme. C'est très difficile aujourd'hui de parler de ce qui se passera. Et on le voit bien avec la question du climat, de ce qui pourrait se passer dans 5, 6, 7, 8 ans, même si on a les plus grosses alertes là-dessus. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Merci beaucoup Thomas Porcher, merci à tous pour toutes vos questions, ce qui a montré notamment l'intérêt pour ce débat. Merci à tous d'y avoir assisté aussi nombreux. N'hésitez pas à aller acheter le livre de Thomas Porcher qui vous servira à appuyer ce débat un peu plus en profondeur. Nous avons du moins essayé de penser le monde à venir du point de vue de l'économie. On avait déjà fait du point de vue de la culture mercredi avec Laurent Bentata, directeur du théâtre Mogador, et nous le ferons lundi à travers le paradigme de la formation, des startups, de la Chine, avec Oméric de Sarthe. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'être venus et je vous souhaite une très bonne après-midi.